Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison du club Le Figaro International après la pause estivale. Alors s'il est un endroit où l'été a été propice à de grands rebondissements, c'est bien les États-Unis, avec l'explosion en vol de la candidature de Joe Biden, une tentative d'assassinat contre Donald Trump, l'OPA de Kamala Harris sur le parti démocrate, les conventions des deux partis, l'abandon de Robert Kennedy Jr. et j'en passe. Alors puisque nous sommes à 2 mois exactement du scrutin présidentiel américain et à quelques heures du premier débat, peut-être le seul, entre Kamala Harris et Donald Trump, nous allons revenir sur ces événements qui ont bouleversé la donne, voir si les compteurs de la campagne ont vraiment été remis à zéro, et puis peut-être évaluer les chances des deux candidats en nous demandant si ce sont les candidats qu'il faut à l'Amérique et au reste du monde. A tout de suite avec mes invités. Gérard Haro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de France, vous avez été en poste en Israël, à l'ONU et à Washington notamment. Depuis que vous avez quitté la diplomatie, vous écrivez un livre par an, ou parfois plus, dont une biographie de Henry Kissinger, le diplomate du siècle, en 2023 chez Talandier, un livre d'histoire, Nous étions seuls, l'histoire diplomatique de la France de 1919 à 1939, paru l'an dernier chez le même éditeur, et toujours chez Talandier, Israël, le piège de l'histoire, paru en mars de cette année. J'ajoute que vous tenez une chronique sur la campagne américaine dans le magazine Le Point. Amy Green, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la politique américaine, directrice exécutive du Collège Sciences, Humanités et Sociétés de l'Université PSL, Paris Sciences et Lettres. Vous enseignez aussi à Sciences Po et vous collaborez à l'Institut Montaigne. Vous êtes l'auteur de L'Amérique après Obama aux éditions Autrement et vient de sortir début septembre chez Talandier L'Amérique face à ses fractures, que reste-t-il du rêve américain? Giovanna De Maio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse associée à George Washington University et enseignante à Sciences Po Paris, après avoir passé plusieurs années à la Brookings Institution de Washington et au European Council on Foreign Relations. Vous êtes spécialiste des relations transatlantiques et vous publiez en cette rentrée un essai avec Célia Belin dans la revue Foreign Affairs sous le titre « Europe's America Problem ». Alors l'Europe a donc un problème américain, vous nous direz lequel? Laure Mandeville, bonsoir. On ne vous présente plus dans cette émission. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, ancienne correspondante en Russie et aux États-Unis, pays où vous retournez régulièrement, comme vous l'avez fait cet été pour nous livrer une série en 6 épisodes sur la planète Trump. Vos derniers livres sont Les révoltés d'Occident, de Trump à Zemmour aux éditions de l'Observatoire et Quand l'Ukraine se lève, écrit avec Constantin Sigoff chez Talent Éditions, tous deux parus en 2022. Alors il y a donc eu ce débat qui a tout déclenché le 27 juin dernier aux États-Unis. Comme nous sommes à quelques heures du prochain débat qui peut lui aussi peut-être faire basculer la campagne, je voudrais qu'on commence quand même par là. Ce débat qui a coulé de Joe Biden. Gérard Haro, vous n'avez pas été surpris parce que vous aviez croisé Joe Biden quelques semaines avant lors d'un dîner à l'Élysée le 9 juin et vous aviez fait un tweet en disant « il va pas bien ». Non, mais à vrai dire, la surprise, c'était qu'il ait fallu attendre si longtemps avant de tirer une conclusion que l'homme de la rue américain avait déjà tirée. Oui. À New York, chaque fois que j'allais acheter mon café, j'avais le New-Yorkais qui me disait il est trop vieux, alors que naturellement, il allait voter démocrate. Et déjà, vous vous rendez compte que déjà en 2018, quand j'étais ambassadeur à Washington, je me rappelle, j'avais demandé à certains collaborateurs d'Obama, alors est-ce que vous allez faire campagne pour Joe Biden? Et l'un d'entre eux, qui d'ailleurs depuis maintenant est dans l'administration Biden, m'avait dit, vous savez Gérard, he's aging, il vieillit. C'était vraiment une évidence. Et lorsqu'il a été élu en 2020, moi j'avais dit avec beaucoup d'assurance, d'ailleurs je dis souvent des choses avec beaucoup d'assurance. C'est pour ça qu'on vous invite. Voilà, j'avais dit avec beaucoup d'assurance, naturellement il est président pour un seul mandat. Oui. C'était vraiment, ça me lui-même ça me l'avait semblait laissé entendre. Il voilà. vient de dire. Et donc cette histoire continuait, de plus en plus on le voyait quand même, on voyait que sa santé cognitive était en train de se détériorer, et vraiment la vraie question est
comment, pourquoi les démocrates ont-ils attendu Alors ça montre si aussi longtemps. l'impact des débats, parce que des débats décisifs, il y en a eu, mais là, à ce point-là, au point de couler littéralement la candidature d'un président, c'est pratiquement du jamais vu, non, Amy Green? Oui, c'est totalement inédit qu'un débat, une seule prestation fasse totalement rabattre les cartes d'une campagne présidentielle est complètement rare. Oui. D'ailleurs, le débat a été avancé parce que vous avez raison de rappeler, on est tous là parce qu'on est passionnés des États-Unis, on sait que le débat aura lieu ce soir, mais normalement, il y a une séquence de débat qui se passe maintenant, à partir de la rentrée. L'équipe de Joe Biden a souhaité avancer le débat pour commencer à instaurer le duo, le face-à-face Trump-Biden, pour commencer à imprimer des idées, à passer à autre chose que l'âge de Biden. Le débat au mois de juin, c'était censé être l'occasion enfin d'endormir, pour pas faire de jeu de mots un petit peu malheureux, endormir les inquiétudes sur l'âge de Joe Biden pour montrer que c'était un président avec un véritable bilan qu'il fallait commencer à raconter. Et finalement, on avait vu le Sleepy Joe, donc Joe l'endormi, comme Donald Trump aime l'appeler, avait complètement raté la prestation. Et en effet, c'est très rare de voir ce type d'échéance totalement... Et Trump a pu rester complètement en retrait, et en fait, laisser Joe Biden se saborder un peu lui-même. Ce soir, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose d'aussi radical ou probablement pas? Amy Green. Ce soir, Donald Trump, il a sans doute appris lors du débat au mois de juin qu'il faut être le plus discipliné possible. On sait que depuis l'entrée en jeu de Kamala Harris, il est très troublé, déstabilisé par cet adversaire inattendu. Oui, on lui a volé son candidat préféré, Joe Biden. Oui, en effet. Il aurait bien aimé cet adversaire qu'il aurait pu facilement qualifier de fatigué. Il aurait pu chanter la chanson de l'impuissance Biden. Il aurait pu le qualifier de quelqu'un d'inefficace, alors que face à lui aujourd'hui, il a une candidate plus jeune qui a des marqueurs identitaires différents de celle de Joe Biden. Et Donald Trump est réellement aujourd'hui le candidat investi pour la présidence le plus âgé des États-Unis. Alors il y a le facteur de l'âge qui se retourne, mais est-ce qu'il faut être très confiant dans les capacités de Kamala Harris de faire face à Donald Trump sur un podium, sur une estrade? Giovanna, déjà, oui, le débat se sera quand même bien modéré avec un ton de parole bien défini qui coupera le micro aux intervenants. Donc Trump ne peut pas être... laquelle des deux campagnes a obtenu que le micro soit coupé. Je pense... C'est Trump qui a demandé ça. Il ne veut pas être interrompu. D'accord. On aurait pu penser l'inverse. Et moi, je me rappelle toujours du débat que Kamala Harris avait eu avec Mike Pence. Et là, c'était vraiment, je trouve, un exploit de Kamala Harris qui a montré vraiment ses capacités, son intelligence. Oui, elle avait remporté ce débat. Elle avait remporté ce débat. Il avait eu plein de blagues aussi sur Internet après, sur Mike Pence, en façon de ne pas vraiment être capable de tenir la route avec Kamala. Et c'est l'occasion pour Kamala Harris de vraiment présenter son programme qui, elle a reçu beaucoup de... Dans un débat, vous croyez qu'elle va présenter son programme je pense sans endormir l'Amérique? Critique, elle a une façon aussi de s'exprimer qui n'est pas vraiment... je pense qu'elle est très charmante dans la manière dont elle présente ses points, mais aussi c'est la critique qui lui était adressée, justement jusqu'à présent, d'être très vague, vraiment pas précise sur ces points. On considère même que c'est une stratégie. De rester vague, de parler le moins possible de politique, de parler de joie, d'enthousiasme, Mais je pense que surtout sur le personnage Kamala Harris, elle doit quand même établir son identité, qui a été un peu mise dans l'ombre vu la présidence de Joe Biden. Laure Mandeville, quelles sont les qualités que vous prêtez à Kamala Harris face à un adversaire aussi coriace que Trump? Écoutez, justement, c'est toute la question, en fait. Et je voulais revenir quand même sur ce qu'a dit Gérard Haro pour aller dans son sens et dire que cela faisait des années que nous étions pas mal d'observateurs à voir que Joe Biden était dans un état de dégénérescence, en fait, sur le plan intellectuel, dans ses capacités... Oui, enfin, il ne prend pas des décisions inconsidérées, mais dans son apparence, il est très ralenti. Il y avait un vrai problème. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème qui a été complètement escamoté parce qu'on est dans l'urgence de cette campagne, qui est le fait que le Parti démocrate, l'équipe de Joe Biden et Kamala Harris avec eux, plus une grande partie de la presse américaine, se sont tus sur ce sujet pendant des années, et des mois en particulier dans les derniers mois, en ne couvrant pas cette espèce de déclin cognitif évident. Et donc je pense que ça pose un vrai problème et qu'une partie des Américains en veut beaucoup
au Parti démocrate de ce problème et aussi en veut évidemment à la classe médiatique pour avoir justement tué ce problème. Et aujourd'hui, il y a une insistance dans l'électorat, d'ailleurs cet électorat centriste qui ne s'est pas encore défini et qui était chez Obama, vous vous en souvenez, dans les fameux États pivots, et après s'est rallié à Trump et ensuite à Biden. Et donc la question c'est est-ce qu'ils vont se rallier à Kamala Harris? Ces gens-là veulent savoir à qui ils ont affaire. Et là aussi, il y a une demande de clarté sur qui est cette candidate qui ne veut pas complètement assumer l'héritage Biden, puisqu'elle dit « je vais faire autrement », mais qui s'était positionnée comme une candidate disons, venant de Californie, avec des choix très à gauche sur l'immigration, sur les questions sociétales, on va venir sur les politiques. etc. Gérard Haro, vous vouliez ajouter un mot? Non, oui, je voudrais, parce que d'abord, on oublie une chose, c'est que Kamala Harris a été quand même la candidate sauf qui peut. Oui. C'est-à-dire que tout le monde est en train de nous décrire à quel point il est noble de la part de Biden de s'être retiré, mais Biden, on l'a poussé dehors. Il s'accrochait au rideau, et on l'a poussé dehors. Est-ce qu'elle ne vous a pas surpris dans la façon, la rapidité, l'efficacité avec laquelle elle a pris le contrôle du Parti démocrate? Alors, c'était pas gagné d'avance. Et c'était pas du tout gagné d'avance, parce que deuxième point, moi ce qui m'avait toujours frappé sous la présidence Biden, je n'ai pas entendu un dirigeant démocrate faire un compliment sur Kamala Harris. C'est-à-dire que la common wisdom était partout, elle est mauvaise. Oui. Et même, je sais, parce qu'on me l'a dit, que certains démocrates avaient dit à Biden, ne la reprends pas pour un second mandat. Oui. On en était là. Mais il était obligé de le faire quand même. Et donc, pour aller dans votre sens, Kamala Harris, pour beaucoup d'Américains, ça reste un peu c'est assez curieux, mais une quantité un peu inconnue. On ne sait pas vraiment qui est Kamala Harris. Et donc, face à Trump, parce que Trump, dans un débat, moi je l'ai vu, puis j'ai vu quand il rencontrait le président de la République, Trump fait son propre cinéma, il n'y a pas de dialogue avec Trump. Hein. Il sort ses phrases, il sort souvent de manière incohérente, il ne répond pas à l'autre, il n'y a pas de vrai dialogue. Et donc, Kamala Harris, le défi de Kamala Harris, c'est d'affirmer son identité, voilà, ouais. De faire comprendre que les Américains sachent enfin qui elle est, parce que comme vous le savez, elle ne donne pas de conférence de presse, ça c'est très frappant. Pas d'interview. Elle a donné un seul interview avec CNN et honnêtement, elle n'était pas bonne. Hein. Ouais. Elle était quasiment aussi incohérente que Trump, ce qui est quand même un exploit. Est-ce qu'on peut imaginer, ce qu'on a évoqué rapidement, mais Amy Green, que ne pas entrer dans les détails de son programme, c'est une stratégie ? Pour elle ou pas? Oui, jusqu'ici, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour plusieurs raisons, même nécessaires. Dans un premier temps, elle s'est imposée comme la candidate qui a reçu les soutiens nécessaires pour être investie pour le Parti démocrate. Donc, il fallait tout de suite embarquer tout le parti, tout l'appareil du Parti démocrate derrière elle. Il fallait redonner un petit peu d'énergie à cette campagne qui est devenue, franchement, un devoir pas très agréable pour les démocrates. C'est vrai que ça faisait des mois et des mois, même avant le début de cette longue aventure électorale, que les démocrates disaient on va voter plutôt pour Biden, mais c'est vraiment à contre-cœur. On le fait parce qu'on est obligé, parce qu'en face, il y a Trump. Et donc, Kamala Harris avait besoin tout de suite de montrer sa capacité à tenir son parti, parce qu'en effet, quand elle s'est présentée dans les primaires démocrates, elle a dû désister au mois de décembre, donc très très tôt dans la course en 2020. Et donc là, c'est un premier enjeu. Deuxièmement, Donald Trump, il propose quelque chose. C'est une véritable proposition. C'est qu'on aime ou on n'aime pas, mais il a un cap, il a son caractère, il est iconoclaste et ses adhérents et ses soutiens l'aiment pour ça. En face, les démocrates, ils étaient perçus peut-être un petit peu mous. Donc Kamala Harris avait besoin assez rapidement de fédérer autour d'elle, de raconter cette histoire, de parler des mots liberté, travail, famille, démocratie, pour essayer de se réapproprier chez les démocrates déjà ces valeurs laissées à droite assez longtemps et de commencer à raconter son histoire, son parcours pour s'installer et pour commencer à construire cette proposition de vision. Elle sait qu'il y aura des seconds temps, des troisièmes temps pour détailler les éléments d'un programme. Il est vrai qu'on attend un peu moins Donald Trump sur ces éléments très très précis aussi, donc il faut faire attention au double standard. Mais elle se dit, dans un premier temps, j'essaie d'embarquer autour de moi, de montrer que j'incarne quelque chose, aussi une véritable proposition et cette fameuse contraste idéologique que Joe Biden n'a pas réussi finalement à imposer. Le contraste de personnalité
personnalité aussi, peut-être. Est-ce que l'argument de l'âge est encore pertinent? Quand on nous dit maintenant, oui, c'est Donald Trump qui est le plus âgé des deux et qui est le plus âgé des candidats. Il y a tellement eu l'âge sur la table comme un enjeu à l'époque où Joe Biden était candidat. Est-ce que ça, c'est vraiment un bon angle d'attaque que de dire que Donald Trump est trop âgé aujourd'hui, Giovanna? Je l'ai entendu un peu dans la campagne démocrate. Mais vous pensez que c'est efficace? Non, je ne pense pas que ça soit efficace et je pense que maintenant ils vont se concentrer sur autre chose. Évidemment, la différence de la vision de l'Amérique que Kamala Harris porte vis-à-vis de Donald Trump. Un mot sur les événements de l'été. Le retrait de Robert Kennedy Jr., qui s'est rallié à Donald Trump, Lord-Mandeville. Vous pensez que ça peut faire une différence? Ah oui, moi je pense que c'est un élément important pour Trump, parce qu'il amène... il était environ à 15% d'intention de vote sur le nom Kennedy. Voilà, mais d'après ce que je lisais dans les commentaires, on dit que ça pourrait lui amener peut-être 4-5% ou 3-4, j'en sais rien, et quand dans certains États. On va voir les sondages où ils en sont et on va voir pas 15% bien entendu, mais peut-être 1 ou 2 points. C'est plus que la marge d'erreur actuelle des sondages. 1 ou 2 ou 3 points dans certains États swing où il pourrait lui amener en fait à Trump quelque chose. Je pense que ça peut avoir un effet très très positif pour Trump, parce que ça casse là encore les frontières traditionnelles. C'est vrai que Trump, il montre aussi en faisant venir des gens comme aussi Tulsi Gabbard, mais Robert Kennedy, qu'il peut faire venir des démocrates et donc qu'il est un candidat totalement atypique, qui transcende toutes les catégories. Et c'est vrai que ça va aussi un peu dans le sens de toute son idée de ramener à lui une partie des minorités, de ramener une partie du vote latino. Et au fond, moi, ce qui me frappe, finalement, 8 ans après le début, ou 9 ans après le début de cette aventure trumpienne, c'est que le trumpisme, Trump est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, le trumpisme reste une tendance de fond politique incroyablement puissante, puisque aujourd'hui, rendez-vous compte, après le battage du mois d'août, où la machine démocrate a essayé de démontrer que ça y était, cette femme qui, c'est vrai, a montré une certaine énergie, une certaine pugnacité dans la mobilisation. Elle essaie d'incarner l'avenir par rapport à un candidat qui, lui... Vous le connaissez déjà, vous, électeur, puisque vous avez déjà eu 4 ans de Trump. Mais le problème, c'est que elle est pour l'instant véritablement dans une espèce de ce que les gens appellent en anglais aujourd'hui les vibes, c'est-à-dire les vibrations, donc toute cette idée des vibrations positives, etc. Et je crois que là, on arrive aux limites de cette espèce d'effet d'engouement de la Convention démocrate, et qu'aujourd'hui, on revient dans le dur du dur, qui sont les tendances lourdes. On va regarder, mais il me semble qu'il y a un élément intéressant, c'est comment, par exemple, Kamala peut-elle changer le fait qu'il y a maintenant une partie significative du vote latino et même du vote noir homme qui se porte vers Trump? Est-ce que sa candidature par elle-même, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est dynamique, peut changer ça? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a un problème, justement, de choix idéologique. C'est l'un des enjeux de l'élection. C'est ça, évidemment, l'enjeu. Gérard Haro. Je veux dire, il y a un point central, c'est que le trumpisme est là pour rester, mais d'une certaine manière, je suis toujours très attentif à essayer d'étendre le débat de la France sur le reste du monde, mais aussi des États-Unis sur le reste du monde. D'une certaine manière, c'est comme chez nous. L'extrême droite est là et elle reste, n'est-ce pas? Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, c'est 86. C'est difficile à imaginer. Ça reste. Et donc, vous avez partout à travers les démocraties occidentales l'apparition d'un populisme là d'extrême droite, et il est là pour rester. Et d'ailleurs, vous voyez déjà au sein du Parti républicain des petits Trump, c'est-à-dire des jeunes qui font du Trumpisme. Le Parti républicain a totalement changé de nature. C'était le parti des notables. Les imitateurs n'ont pas eu beaucoup de succès jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Le parti des notables, et maintenant on voit apparaître ce parti de ces petits patrons. Comment? Mais c'est pas seulement. Attendez, en fait, je voudrais qu'on regarde un peu les sondages. Le qualificatif d'extrême droite me paraît pas, moi, pertinent. C'est-à-dire, je verrais plus un national-populisme. C'est-à-dire, c'est un parti nationaliste, mais je vois pas le Trump comme l'extrême droite. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas ces 20% de noirs, de latinos qui vont vers lui. Moi, je ne vois pas ça. Regardons chez les jeunes hommes. On va regarder les courbes des sondages, voir quel a été l'effet. On va regarder l'autre courbe, celle qui montre que dans le sondage national, voilà, on avait Trump, vous avez les événements, le débat, vous voyez la chute de Biden en rouge, vous voyez
l'attentat contre Trump, et puis vous avez le basculement à partir du moment où Biden se retire. Donc ça montre une dynamique, mais à l'arrivée, Kamala Harris a 2 points d'avance sur les sondages nationaux, ce qui veut dire que ça ne veut rien dire. N'est-ce pas ? C'est dans la marge d'erreur. Oui, c'est purement une tendance. Maintenant, on va regarder les États clés. Aux démocrates. Les 7 États clés. Regardez, c'est intéressant parce que vous avez dans la colonne de droite la tendance qui s'est produite depuis le retrait de Joe Biden, c'est-à-dire qu'en gros, Kamala Harris a gagné entre 3,5 et 5 points partout, mais sur la colonne du milieu, vous voyez l'État, c'est un graphique du Washington Post. Sur la colonne du milieu, vous voyez qu'elle n'a pas fait la différence. C'est-à-dire que tous les États, soit Trump est en avance, soit ils sont tous les deux dans la marge d'erreur. Et en fait, aujourd'hui, impossible de dire que l'un ou l'autre a pris un ascendant. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le collège électoral donne l'avantage aux républicains. N'est-ce pas ? Hillary Clinton, avec 2 points d'avance sur le vote populaire, a perdu l'élection. Il a fallu 4 points d'avance à Joe Biden pour la gagner en 2020. Donc, en l'état actuel des choses, Trump reste favori. Absolument. Amy Green. J'aime beaucoup le deuxième graphique qui montrait les 7 États pivots. Et ce que ce graphique nous montre peut-être avant tout, c'est que justement, juste avant le retrait de Joe Biden de la course à la présidence, l'éventail des possibles chemins vers la victoire pour les démocrates se rétrécit petit à petit. Donc ce que Kamala Harris a réussi à faire et l'élan qu'il apporte, c'est effectivement repasser le nombre d'États pivots de 3 à 4 jusqu'à 7. Mais en effet, aujourd'hui, au 8-10 septembre, la course est à ex-aequo. Et c'est vrai que quand on sent le peuple américain, les électeurs, ils considèrent qu'ils souhaitent un changement. Ils considèrent que Joe Biden incarne la continuité, donc ils veulent autre chose. Donc Kamala Harris aujourd'hui est largement assimilée à ce bilan de Joe Biden et à cette notion de continuité. Ça veut dire que quand elle essaye de projeter l'image du changement, on ne fera pas marche arrière, etc. Ça marche pas. Mais en fait, elle essaie d'incarner une autre forme de changement, parce que son slogan officieux, il y en a plusieurs même maintenant, mais c'est rupture dans la continuité. Donc ce qui veut absolument tout et rien dire. On a eu ça dans les campagnes françaises. Le changement dans la continuité. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'elle va essayer de faire le plus possible, et elle le fera sans doute ce soir, c'est d'essayer de montrer que le Parti républicain est régressif, répressif, qui souhaite rétrécir les droits de certains publics aux États-Unis, et je pense notamment aux femmes, parce que les femmes en général aux États-Unis sont très susceptibles pendant cette élection à la question de l'IVG. Mais elle va montrer que la politique du Parti républicain sous la bannière de Donald Trump veut revenir en arrière vis-à-vis d'un certain nombre de libertés, justement, encore ce mot liberté, et qu'elle, en tant que chef désormais du Parti démocrate, chercher à élargir la parapluie des droits le plus possible, et élargir la notion de la liberté. Mais la course reste ex-aequo. C'est pas du tout perdu pour les démocrates, mais ce n'est pas non plus gagné. Gérard Haro. Moi, j'ai parlé à un certain nombre de spécialistes, de sondeurs américains, qui me disent que les tendances actuelles ne sont pas très bonnes pour Harris. En fait, il semble qu'elle est plafonnée un peu dans le sursaut qu'on a vu. Elle plafonne, et en particulier pour aller, pour ce que disait Laure, en particulier chez les latinos. De toute façon, la population latino est un peu paradoxale, parce qu'elle est fondamentalement conservatrice. Là, elle est conservatrice, elle est religieuse, elle est vraiment attachée à certaines valeurs sociétales, et elle vole plus comment ? Très business aussi. Voilà, très business. C'est-à-dire, en gros, ils veulent travailler 20 heures par jour et que l'État ne les embête pas et qu'on ne vienne pas leur faire payer des impôts. Ils arrivent aux États-Unis pour ça. Ils sont catholiques. Clandestines aussi. Et ils ferment la porte comme tous les nouveaux immigrants. Ils ferment la porte derrière eux. Et donc, il est assez paradoxal qu'ils votent aujourd'hui à 60-65% pour les démocrates. Et donc, comme le faisait remarquer Laure, il y a un glissement. Et donc, ça inquiète les démocrates. Moi, j'ai même eu deux pollsters qui m'ont dit, c'est très clair, si Kamala perd ce débat,
elle perd l'élection. Ouais, alors c'est peut-être une dramatisation de l'enjeu. Hein, mais le critère de gagner ce débat, c'est quoi? Ça, c'est les sondages. Les sondages après le débat le diront. C'est-à-dire si lui, c'est-à-dire que lui, il a quand même des défauts, notamment dans ce type d'exercice. Moi, personnellement, je trouve qu'il est pas très bon en débat. À chaque fois, il peut très bien s'énerver, il peut être agressif. Beaucoup d'insultes. C'est ça. Alors que lui, aujourd'hui, son public sait qu'il va se battre pour eux, et donc il a plus intérêt à montrer un caractère, une certaine hauteur, un côté un peu même grand-père, sympathique, etc. Ça, à mon avis, ça va. Il n'en est pas capable. Comme il a fait Giovanna De Maio. Dans un meeting, il a ce petit gamin, etc. Ses fans étaient absolument enchantés. Oui, mais ça, c'est la convention, c'est de la mise en scène, on est entre soi. Oui. Giovanna De Maio. Juste pour un élément de nuance, pour contrebalancer un peu les vibes, les vibrations un peu négatives sur Kamala Harris, juste parce qu'on discute. En fait, je pense que cette candidature, même si, comme justement le disait Amy Green, a reporté la campagne un peu à ex-aequo, les sondages ex-aequo, il est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient les double haters, donc les gens qui n'aimaient ni détestaient les deux candidats, et justement pointaient le doigt pour éboucler. À l'époque de Biden, vous voulez dire? À l'époque de Biden, qui pointait le doigt contre l'âge du président. Et le fait que Biden, même s'il se voyait un peu dans le bilan du président, ils n'étaient pas du tout contents avec le fait que l'Amérique soit représentée par quelqu'un de cet âge-là. Et du coup, une nouvelle énergie qui vient de Kamala Harris, évidemment, qui est aussi représentative de certaines minorités et aussi des femmes, je pense que ça peut, comme c'est une élection très serrée où chaque vote compte, je pense que c'est quand même un facteur important. Et pour justement reboucler sur le trumpisme aussi, je pense que vous avez raison, c'est là pour rester, mais ça serait intéressant de voir, c'est pas la première fois que les sondages se trompent, mais si dans les États pivots, il y a une défaite de Trump de 2-3%. Ça va pas être un landslide, donc une grande avalanche de votes pour Harris, mais dans le cas d'une victoire de Harris qui serait incontestable, donc 2-3 points de pourcentage, là, je pense que le Parti républicain doit évidemment se poser des questions sur est-ce que le candidat Trump me remporte aussi encore une victoire dès qu'il a perdu plusieurs fois. Oui, mais enfin là, vous allez un peu loin. Je crois que vous avez posé deux questions importantes. C'est le rôle des femmes dans cette élection. Il est évident que l'espoir des démocrates, ça va être la mobilisation des femmes. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'aux dernières élections locales, qui en général sont toujours défavorables au parti de l'administration, les démocrates s'en sont assez bien tirés, et notamment au Sénat. Et l'explication qui a été donnée, ça a été la mobilisation des jeunes femmes américaines, et notamment, évidemment, à cause de la question de l'avortement. Et alors, comme en plus, Trump a choisi un vice-président qui est une sorte d'un obscurantiste absolu sur les femmes, je pense que c'est un facteur qui peut jouer pour les démocrates. Alors là, on en revient au thèmes de campagne qui n'ont pas changé. Les choses qui n'ont pas changé, c'est les États clés, ce sont les mêmes, les enjeux, l'immigration, avortement, l'économie. L'état de l'économie n'a pas changé non plus. Le chômage est en train de remonter, il y a une crainte de récession. Tout ça, ça joue... Pour l'économie, d'abord, il faut se rappeler que... Moi, je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu le Covid, Trump était réélu. L'économie fonctionnait très bien sous Trump. Et donc, l'idée générale, la common wisdom américaine, c'est Trump est bon pour l'économie. Oui. Ça, c'est la première chose. Et il avait baissé les impôts de tout le monde. Même aujourd'hui, dans les sondages... Même aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a... Ça, c'est l'injustice qui fait que la plupart des Américains considèrent que Biden n'a pas bien géré l'économie, alors que les résultats sont plutôt bons. Et donc, voilà. Les indicateurs sont bons, mais le ressenti n'est pas terrible. Et donc, l'économie, c'est bon pour Trump. C'est un ressenti qui est basé sur une réalité. C'est-à-dire, cette idée que les chiffres sont très bons, ça dépend des catégories. Dans les catégories populaires, l'inflation touche énormément les classes populaires, parce que les prix, par exemple... Moi, je dois dire, quand je me suis promenée récemment aux États-Unis, j'étais absolument sidérée par les prix. Le prix aujourd'hui d'un café, pour boire un café à Washington ou à New York, ça a
énormément augmenté. Oui. Et ce qu'on me disait aussi, c'est qu'il y avait par exemple un accès extrêmement difficile aujourd'hui à la propriété pour les classes moyennes et populaires. Il y a énormément d'éléments quand vous regardez dans le détail qui ne sont pas bons en fait, dans les résultats économiques. Effectivement, parce que l'inflation commence peut-être à baisser, mais les prix ne baissent pas, les salaires n'augmentent pas. Et d'ailleurs, ça fait même des décennies que la croissance salariale n'est pas au rendez-vous. Et c'est uniquement, effectivement, comme Laurent vient de dire, aux classes supérieures, des plus hautes tranches de revenus qui commencent à ressentir quelque chose de très favorable. Et en effet, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cela. C'est tout un ensemble. C'est les frais médicaux qui oblige à un nombre croissant et assez incroyable d'Américains qui croûtent sous cette dette-là, qui justement renoncent à l'achat d'une maison, qui renoncent à la poursuite d'études, qui renoncent parfois à manger pour pouvoir rembourser cette dette-là. Donc il y a un certain nombre de facteurs aussi économiques qui ne dépendent pas uniquement de l'économie, mais des faits structurels qui font que la vie quotidienne d'un Américain moyen n'est pas forcément à la hauteur de ses attentes. Et ça joue pour Trump. Ça joue pour Trump, mais alors il y a un programme de Kamala Harris qu'on pourrait appeler une sorte de populisme pour les classes moyennes, blocage des prix, mais ce n'est pas des mesures qui plaisent beaucoup aux Américains. Ce n'est pas la culture américaine. C'est pour ça que, de ce point de vue-là... Contrôle des prix... franchement, je crois qu'elle a annoncé ça et on lui a dit « mais tais-toi ». Et je crois qu'elle a rétro-pédalé sur cette question-là. Giovanna Di Maio. Mais je pense que c'est exactement les points où Biden a été critiqué. Parce que même si les fondamentaux de l'économie sous Biden étaient bons, évidemment, le pouvoir d'achat, l'accès, les frais médicaux, l'accès à l'achat d'un appartement, etc., c'était les critiques principales qui étaient vers Biden. Et maintenant, Kamala, avec son programme, même préliminaire, c'est vraiment de l'aide aux jeunes couples pour pouvoir acheter un appartement, l'aide pour la garde d'enfants, et surtout sur le fait sur le gonflement excessif des prix alimentaires. C'est intéressant aussi, si vous me permettez, c'est intéressant parce que ce que vous dites, on le disait également en 2016. C'est-à-dire en 2015-2016, tous les chiffres étaient bons pour Obama. C'était bon pour Obama globalement, mais il y avait là derrière, et ça a été le génie de Donald Trump, de sentir cette crise de la classe moyenne inférieure et de la classe ouvrière. Et cette crise est toujours là, mais elle est toujours là aussi dans l'ensemble des démocraties occidentales. On est, au fond, d'une certaine manière, c'est la source de tous les populismes. C'est-à-dire la crise de la classe moyenne inférieure qui, au-delà d'une croissance globale assez satisfaisante, c'est le cas de la France, elle souffre et du coup réagit comme on le voit en se tournant vers Trump ou en se tournant vers les populistes. Si l'économie joue pour Trump, si l'immigration joue pour Trump, est-ce que l'avortement est un thème gagnant pour Kamala Harris? Est-ce que ça peut l'être? Ça peut l'être. C'est un thème payant pour les démocrates depuis 2022. On gagne une élection là-dessus? Vraiment? On peut. Je ne sais pas si on peut gagner une présidentielle. Mais c'est un élément significatif. C'est un élément très important. C'est vrai que pendant les élections de mi-mandat de 2022, la Cour suprême venait de supprimer la protection fédérale, donc constitutionnelle de l'avortement. Les démocrates, notamment pilotés, ou en tout cas rassemblés par Kamala Harris, avaient gagné des élections ou avaient fait battre des référendums dans des États très conservateurs. Trump a été élu en 2016 et notamment par une majorité des femmes blanches. Typiquement, on aurait pu penser que les femmes se seraient ralliées à la cause de Clinton parce que première femme présidente potentielle, etc. Mais non. En fait, Hillary Clinton a bénéficié du vote notamment des femmes issues des minorités, comme les femmes noires, les femmes latinas. Les femmes blanches ont majoritairement voté pour Donald Trump. Aujourd'hui, les courbes, les tendances sont en train de se retourner. Les femmes conservatrices, comme les femmes libérales, les femmes noires, les femmes blanches, les femmes de toute autre origine identitaire américaine considèrent que la politique républicaine n'est pas satisfaisante sur ce sujet-là. Avec un Donald Trump qui redouble justement, qui se retranche sur cette posture de restriction, ça ne convient pas aux femmes. Et donc, en effet, Donald Trump, en 2024, a un vrai problème avec les femmes, quel que soit le bord politique et même quelle que soit la région des États-Unis. Je me souviens, j'ai un peu de famille dans le Kentucky qui ont voté parfois pour la première fois démocrate parce que la question de l'IVG était tellement rédhibitoire. Et donc, c'est une anecdote extrêmement personnelle. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que les sondages confirment que le Parti républicain et Donald Trump en particulier ont des difficultés avec les femmes, et d'autant plus que Donald Trump vient de nous rappeler qu'il a été accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle par des femmes, etc. Personne ne lui a demandé de le faire, mais il l'a fait. Donc, il y a toujours ces piqûres de rappel qui renforcent et qui soulignent toujours cette difficulté
difficultés qui deviennent très problématiques. Alors évidemment, ce qui traverse tout ce qu'on dit, c'est les divisions très profondes de l'Amérique, c'est le thème de votre livre. On a quand même une candidate démocrate qui prétend être présidente de tous les Américains, on va l'écouter, et surmonter ces divisions. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self, to hold sacred America's fundamental principles, from the rule of law to free and fair elections to the peaceful transfer of power. And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors, and its sum total is to pull our country back to the past. But America, we are not going back. Alors c'est intéressant parce qu'elle se pose vraiment en anti-Trump sur les points les plus sensibles, le refus de reconnaître les élections, etc. Et la dernière phrase, « We are not going back », on ne fait pas marche arrière, c'était le slogan de la lutte pour les droits civiques dans les années 60. Sur le pont de Selma, c'est « We are not going back ». Alors, est-ce que cet écho-là a un sens aujourd'hui, en 2024 ? Justement, j'écoutais, et tout en écoutant, je me pose la question à haute voix, est-ce que ça marche aujourd'hui, dans l'Amérique d'aujourd'hui, où il y a quand même une nostalgie d'une époque où l'Amérique, dans l'esprit des gens, allait mieux, une Amérique plus stable, une Amérique qu'on reconnaissait. Est-ce que l'Amérique ne vote pas toujours pour le futur, pour tenter quelque chose de nouveau ? Eh bien, regardez... Quand il y a le choix entre quelque chose qui est déjà connu et quelque chose qui est potentiellement neuf, dans l'histoire, il me semble que les Américains ont toujours voté pour tenter ce qui est nouveau. Amy Green ? Je ne suis pas sûre. Obama, Clinton... Trump, c'était un retour à quelque chose. Trump aussi, d'une certaine manière. C'était la nouveauté, mais une nouveauté quand même qui voulait revenir, rétablir un certain nombre de fondamentaux. En 2016, les Américains étant américains, vous avez eu des dizaines d'études faites par les universités, par les centres, les think tanks, pour essayer de comprendre comment Trump avait été élu. Et on a trouvé des dizaines de districts électoraux où les gens étaient passés de Obama plus 10 à Trump plus 10. Et on leur avait demandé pourquoi, comment, et la réponse avait été « parce que nous voulons le changement ». Et je pense que c'est là aussi, alors ils veulent le changement. Et la question, c'est que est-ce que Biden ne représente pas, paradoxalement, juste comme vous le disiez, le passé ? Et que Trump représente le changement. Moi, je pense que pour ces gens-là... Là, on est entre Kamala Harris. Kamala Harris ne peut pas incarner le changement. Kamala Harris, c'est les deux. On ne sait pas ce qu'elle incarne. C'est l'establishment. Quand vous voyez... non, mais parce que c'est ce qu'elle essaie de faire. Elle peut échouer, bien sûr. Dick Cheney, l'ancien vice-président George W., qui dit de voter pour Kamala Harris, quand vous voyez tous ces notables conservateurs qui disent de voter pour Kamala Harris, vous avez un peu l'impression quand même que Trump reste disruptif, pour parler en termes macroniens, disruptif dans le système. Et que si vous voulez le changement, bien paradoxalement, c'est encore voter Trump. Mais si je peux me permettre, dans les États swing, ces fameux électorats, qui était un électorat qui a voté pour Obama, ce sont des gens, quand vous allez à leur rencontre, qui vous disent le Parti démocrate n'est plus reconnaissable. Il est méconnaissable. Redonnez-nous le parti de JFK. On peut en dire autant du parti conservateur. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont shifté, qui sont allés vers Trump, sont des gens, en fait, qui ne se reconnaissent plus dans l'idéologie du Parti démocrate. Parce que le Parti démocrate est parti très à gauche. Est-ce que Kamala Harris sera radicalisé? Mais les républicains sont partis à l'extrême droite. Non, le Parti républicain, c'est différent. Je pense que c'est différent. C'est-à-dire que le Parti républicain, c'est des... C'est pas de l'extrême droite. Non, il y a des lignes idéologiques de gauche. Qui reçoit un historien il y a 2 jours. Ils sont de gauche qui dit sur que certains Hitler sujets. est un gentil garçon
et que c'était Winston Churchill qui était le. Ah, mais ça, c'est un historien. Oui, mais bon, faux historien. Oui, il y a un élément de fond dans toutes ces Amy transformations. Green. Il y a un élément aussi de fond dans toutes ces transformations, c'est la transformation démographique massive aux États-Unis. En fait, dans votre propos, vous m'avez fait penser à une citation d'une femme que j'avais mise dans mon livre, et c'est une femme hispanique qui avait dit « Les gens aux États-Unis pleurent pour les bons vieux jours, mais leur avant à eux est différent du mien. Et en fait, Kamala Harris, qui incarne le Parti démocrate, qui, oui, évidemment, assume le fait d'être à gauche, qui n'a pas basculé aussi à gauche que le Parti républicain à droite, parce qu'on a aussi, sous cette parapluie des démocrates, des figures en allant des très progressistes, voire presque radicales, Alexandria Ocasio-Cortez, jusqu'à Joe Manchin, le sénateur sortant de la Virginie occidentale, qui ne pas être plus opposé en termes idéologiques, mais qui reste quand même sous cette bannière démocrate. Mais, pardon, justement, il y a le soupçon qui pèse sur Kamala Harris, qu'elle soit exactement. l'otage du wokisme. Est-ce que c'est un soupçon? Elle avait signé, mais ce qui est fascinant, donc, est-ce que c'est une inquiétude crédible, réelle? Je pense que c'est l'inquiétude. Je pense qu'elle a compris que, et puis je ne pense pas que c'est fondamentalement quelqu'un de, entre guillemets, woke, pour tout ce que ça peut dire. Et justement, les discours à la Convention démocrate essayaient de démontrer qu'il y a quelque chose il y a des transformations qui touchent à tout le monde, mais il y a de la place pour tout le monde, sans aller vers ces dérives excessives, soi-disant woke. Et parce qu'elle raconte l'histoire de ses deux parents immigrés aux États-Unis qui sont venus pour des études, elle-même née dans un quartier assez modeste où, en fait, les parents de sa mère seule avaient besoin de s'appuyer sur la gentillesse des voisins pour la garder, elle et sa sœur. Et on n'a pas besoin d'être noir, blanc, indien, asiatique pour vivre cette expérience-là. Donc, en fait, dans ces prestations, ces discours-là, elle va aller chercher quelque chose, puiser dans les valeurs typique des États-Unis pour montrer que cette histoire, finalement, appartient à tout le monde d'une manière peut-être différente, que ce soit des gens qui sont nostalgiques pour l'Amérique des années 50 ou 60, ou des Américains aujourd'hui qui vivent des choses différemment. Donc, je trouve que ça, dans son récit, c'est assez intéressant, parce que finalement, cette envie-là qu'elle exprime d'être la présidente de tous les Américains, on ne voit pas en miroir chez les républicains, d'autant plus que les prises de parole récentes de Donald Trump le voient en train d'appeler à des tribunaux militaires pour persécuter justement ses adversaires politiques qui sont pour lui des ennemis. Mais ça, c'est pour la frange déjà convaincue de... Bien sûr, mais il le dit. De ceux qui le suivent. Mais il le dit. Mais est-ce que... aussi, il y a le Giovanna De Maio. Je suis d'accord avec Amy Green, et je voulais ajouter que finalement, Kamala Harris se présente aussi comme quelqu'un qui défend les institutions et la démocratie. Ça, c'était un peu le slogan de Biden, donc démocratie contre les autocraties, mais surtout sur ce qui est à l'intérieur des États-Unis. Justement, sur le passage pacifique du pouvoir, le fait qu'il a été procureur en Californie, donc tout cet aspect qui, en ayant fait partie de la justice s'applique à tout le monde. Donc c'est pour ça l'appel à toute l'Amérique. Vous n'êtes pas surprise par le fait que dans un pays qui voue un tel culte à sa constitution, on ait passé l'éponge globalement aussi vite sur les méfaits du 6 janvier et finalement les Américains ont eu la mémoire courte là-dessus. Évidemment, je pense que c'est ça que les démocrates insistent en fait sur le danger que ça puisse se reproduire, parce qu'on pourrait se demander effectivement on a vu déjà le mandat de Trump, rien de particulier s'est passé, mais cette fois c'est vraiment différent. Il ne s'engage toujours pas à respecter le résultat de l'élection. Oui. Gérard Haro. Je crois quand même rappeler, c'est assez curieux, sur Kamala Harris, donc en 2020, elle a essayé d'aller dans les primaires, elle n'a pas dépassé l'Iowa, et j'avais envoyé là-bas un jeune diplomate pour la suivre. Et dans l'Iowa, vous savez, alors c'est ce genre où elle va, vous allez... Les journalistes connaissent bien l'Iowa. Voilà, d'une petite... voilà, exactement, je vous crois. Donc vous savez, il y a passé plusieurs hivers. Eh bien, Kamala Harris se faisait insulter par la gauche du Parti démocrate à chacune de ses apparitions. Parce qu'en réalité, elle a été une attorney générale de Californie à poigne. Et ce n'est pas parce que c'est une femme de couleur californienne qu'elle est de gauche. Oui, mais en réalité... Pour vous, elle n'est pas de gauche ? Comment ? Elle n'est pas de gauche ? Elle n'est pas de la gauche du Parti démocrate. Elle n'est pas issue de la gauche du Parti démocrate. Donc elle ne sera pas l'otage des wokistes, par exemple. Elle n'est pas du tout. Oui, mais c'est bizarre. Et donc, c'est le langage, le vocabulaire de Trump, évidemment, que les Trumpistes vont la décrivent en termes, elle est socialiste, voire elle est communiste. Oui. Voilà, c'est évident parce qu'ils ne savent pas comment l'attaquer. Ils ne savent pas comment l'attaquer. C'est d'un seul coup, ils ont été pris de court par le retrait de Biden. C'est une nouvelle adversaire
adversaire, alors ils essayent tout, on passe un peu de racisme, c'est Trump, donc un peu de racisme, un peu de machisme, et maintenant on l'accuse d'être d'extrême gauche, ce qu'elle n'est absolument pas. Et la gauche du Parti démocrate ne l'apprécie pas particulièrement. Je me demande si ce n'est pas au fond une opportuniste, puisque en 2019... caméléon. Oui, un caméléon. C'est-à-dire qu'en 2019, vous dites qu'elle n'est pas à gauche, mais en 2019, elle signe un engagement auprès de l'ACLU, qui est cette grande organisation de gauche quand même syndicale, pour un certain nombre d'éléments qui viennent d'être ressortis par CNN, ce qui est d'ailleurs assez intéressant. Sur le fait que il fallait décriminaliser totalement le passage de la frontière, c'est-à-dire ce n'est plus un délit, premièrement. Deuxièmement, la dépénalisation de la vente de la drogue, de toute forme de drogue au niveau national américain. Et des choses extrêmes, comme par exemple le financement de la transition de genre pour les migrants. Y compris sans papier. Pour les migrants sans papier. Et donc, tous ces éléments... Ça allait assez loin. Il y avait un certain nombre d'éléments qui vont quand même très très loin. Et c'est vrai que je pense que Trump, et en tout cas les républicains, vont lui demander des comptes sur ces engagements qu'elle avait pris. Elle voulait également supprimer la police des frontières, l'ICE, complètement. Et donc ça, c'est quand même des éléments très importants. C'est qu'elle avait besoin de l'endorsement de la CLU pour des élections locales. Elle a signé le papier de la CLU, mais il ne faut pas transformer ça comme étant sa ligne politique. Ensuite, sa ligne politique pendant 5 ans, elle a été tout à fait différente. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle un peu des conséquences pour nous, Français, Européens, reste du monde. Gérard Haro, vous avez écrit dans le Parisien que ça serait une tragédie aux conséquences cosmiques. Ce serait un tremblement de terre. Oui. Ce serait un tremblement de terre. Il n'y a rien à voir avec le Trump de 2016. Il est beaucoup plus assuré. Le personnage s'est totalement radicalisé, le personnage est beaucoup plus sûr de lui et il ira jusqu'au bout de ses convictions. Donc pour l'Ukraine, pour l'OTAN, vraiment pour le commerce international, ce serait... pour nous, d'un point de vue américain, vous pouvez considérer qu'après tout, c'est la bonne politique américaine. Ça, d'un point de vue américain, je peux le comprendre d'ailleurs. Pour nous, ça se pourrait... Certains de ces points font du sens pour le petit gars du Wisconsin. Pourquoi défendre l'Estonie? Honnêtement, c'est une vraie question. Si vous êtes dans le Wisconsin, pourquoi dépenser 60 milliards pour l'Ukraine? C'est une vraie question, mais pour nous, ce serait, nous Européens... Vous êtes persuadé que l'OTAN, il n'aurait même pas besoin de s'en retirer, il neutraliserait la force de dissuasion. Et le fait même, l'OTAN, c'est une crédibilité. Oui. C'est-à-dire que si vous avez un Poutine qui se pose la question en disant « si je fais pression sur l'Estonie », j'envoie pas mes chars, mais si je fais pression sur l'Estonie, est-ce que Trump viendra au secours de l'Estonie? Poser la question, c'est y répondre. Giovanna De Maio, c'est votre domaine, ça, les relations transatlantiques. Oui, il faudrait s'inquiéter ou ça serait beaucoup mieux avec Kamala Harris? Disons que je suis d'accord avec l'ambassadeur Haro sur les effets catastrophiques qu'une présidence Trump pourrait avoir sur l'OTAN, sur la dissuasion, sur la sécurité européenne en général. Ce que je dis dans mon article, c'est qu'effectivement, il y a quand même des tendances de fond des États-Unis qui appellent en fait les Européens à réagir et à prendre plus de responsabilités. Je vois par exemple un intérêt de moins en moins à être présent sur la scène internationale, surtout avec des engagements militaires, un focus particulier sur la Chine et des politiques économiques protectionnistes. Donc, ce qui ne changerait pas avec une présidente démocrate. Qui a une tendance de fond qui est commune avec les différentes mesures, des nuances évidemment, avec les deux candidats, avec Trump qui dit que l'Union européenne est aussi mauvaise que la Chine, sauf en plus petit. Évidemment, une administration Harris aurait quand même des atouts pro-européens, mais ça ne change pas la tendance générale de fond des États-Unis et sur laquelle les Européens devraient faire face, parce qu'il faut qu'ils prennent plus de responsabilités, car les États-Unis ne sont pas en train d'en vouloir prendre encore plus. Laure Mandeville, vous êtes revenu de votre périple américain convaincu que Trump ne serait pas aussi isolationniste qu'on le croit. Oui, exactement. C'est-à-dire, moi, j'ai un point de vue plus nuancé là-dessus. Je suis moins apocalyptique que dans ma vision. Je pense qu'il y a des tendances lourdes aujourd'hui dans la géopolitique entre une sorte de clash majeur de long terme et très très violent entre les autoritaires
et le camp démocratique qui fait que la logique américaine ira au-delà en fait de ces désaccords. Et pour moi, Trump ne pourra pas, même s'il le voulait, je pense d'abord que ce n'est pas un isolationniste pur comme il est présenté aujourd'hui, que c'est plus un nationaliste qui va évidemment défendre avant tout l'intérêt des États-Unis, mais qui ne va pas nécessairement s'isoler du monde. Je pense que sur certains sujets, il sera extrêmement dur. Moi, j'ai vu énormément de ses conseillers pendant quelques semaines. Ils annoncent une politique très dure sur l'Iran, ils annoncent une politique très dure sur la Russie, sur la Chine, sur le Venezuela, donc une action en fait. Mais effectivement, ils annoncent aussi beaucoup de muscles. Veut voter Kamala Harris, beaucoup de muscles en fait vis-à-vis de l'Europe sur le thème. Bien sûr qu'on ne va pas quitter l'OTAN, mais il va falloir que vous fassiez beaucoup plus, et notamment, ils annoncent carrément, de but en blanc, qu'il faudra monter les dépenses militaires de l'Europe à 3% du PIB. Et donc, de toute manière, je crois que Giovanna Di Maio a absolument raison de dire qu'il est évident que l'Europe doit s'impliquer et prendre en main son destin. Mais comme on se le disait juste avant l'émission avec l'ambassadeur Haro, c'est que malheureusement, l'Europe est très affaiblie. Les grands pays européens sont aujourd'hui absorbés par leurs problèmes internes, notamment économiques, mais aussi politiques, comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et donc c'est vrai qu'on voit mal aujourd'hui d'où va venir ce leadership qui permettrait à l'Europe de s'affirmer et de prendre son destin en main. En une minute. Oui, très rapidement pour rebondir. Oui, pour rebondir sur un propos de Gérard Haro. En effet, ce qui distingue Trump de 2024 de Trump d'il y a 4-8 ans, c'est qu'il est aussi beaucoup plus formalisé. Il avait trouvé pendant son premier mandat, il s'est retrouvé un peu trop contraint par des institutions, par des systèmes, par des mécaniques de décision, de pouvoir, etc. Et il avait trouvé en effet qu'il y avait trop de personnes autour de lui et qu'il a été finalement contraint dans sa prise de décision. Et donc voilà, depuis il a maintenant les fondations conservatrices, tous les think tanks conservateurs. Il connaît le terrain, il aura ses repères, il saura exactement ce qu'il veut faire et il va le faire. Exactement, qui sont en train de préparer des véritables feuilles de route, y compris jusque dans l'embauche et les licenciements des personnels pour pouvoir arriver à ces fins-là. Donc, quelle que soit l'orientation politique, il est vrai que vous attendez à quoi? Quelque chose de plus maîtrisé ou de plus sauvage encore? Si Trump est élu. Encore plus dur, encore plus méthodique et oui, encore plus dur, je pense. Encore plus dur. Bon, on est presque au bout de cette émission. Je vous donne $1 à chacun et en une minute, vous me dites sur qui vous misez ce dollar. De Trump ou Harris? Le peuple américain. Oh là là. Vous êtes politicienne, Gérard Haro. Vous mettez $1 sur qui? Aujourd'hui, Trump. Aujourd'hui, Trump. Laure Mandeville? Moi aussi, aujourd'hui, Trump. Sur Kamala Harris. Giovanna? Kamala Harris. Et vous aussi. Bon, de partout. On refera une émission pour voir si les paris ont évolué. Oui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les quatre. Merci. De vos réflexions. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.